Tu vois, au Congo ici, tu veux lancer un projet dans tel endroit, tu dis donnez-moi ce terrain-là. Comme tu es congolais, on va te dire non, on ne te donne pas. Mais on va préférer donner ça à un étranger, un Libanais qui va venir, on lui donne. Il va s'enrichir dans ton pays, ramasser tout ton argent, renvoyer dans son pays et faire travailler des Congolais à moindre prix et les maltraiter en même temps sur ça. Mais qui gagne dans ça? Ce n'est pas le pays. C'est juste une personne à qui le Libanais a payé cet argent-là. C'est lui qui gagne ou peut-être son petit groupe. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a un virus qu'il faut traiter. Tant qu'on n'a pas traité ce virus-là, on ne peut pas développer l'Afrique. On dit que ouais, les gouvernements sont corrompus. Mais c'est parce que justement la tête est corrompue que tout le reste est corrompu. C'est pour ça que j'apprécie un président en particulier. En tout cas, pour l'instant, moi je pèse vraiment mes mots. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui est dans un esprit conservateur de développement du Burkina Faso. Et il est dans cet esprit-là en mode, l'ennemi ne viendra pas de l'extérieur nous corrompre. On peut tout faire de nous-mêmes. Et avec cette responsabilité, l'extérieur ne peut pas atteindre ton peuple parce que c'est toi qui es la barrière d'entrée de ton peuple. Mais si tu vends ton pays, toi, en tant que président, tu vends ton pays pour quelques millions d'euros. Toi et ton petit gouvernement, vous vous enrichissez. C'est normal finalement que ton peuple souffre. Le problème de l'Afrique n'est pas l'extérieur. Le blanc va venir faire son truc, mais c'est parce qu'il y a un noir qui a permis à ce blanc de faire son truc. Si ce noir-là n'a pas ouvert la porte reste fermée. Et on peut se développer ici. Ouais. Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas écrire ou lire. Les illettrés seront ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Il est temps pour toi peut-être d'apprendre de nouvelles choses parce que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Oubliez la politique pour une heure, place au développement personnel. Ceci n'est pas une émission, mais c'est une véritable consultation. Et si vous n'êtes pas accro à des émissions du genre, je vous conseille d'y passer outre. Merci de votre confiance et nous pensons que nous aurons à passer du bon temps de télé en compagnie de votre chaîne. Et puis, nous avons jugé défendable d'inviter un visage qui est peut-être connu pour les uns et pas pour les autres, mais au travers de ce programme, vous aurez l'occasion de le découvrir. Il est en ce jour à Kinshasa où il attend se produire, c'est samedi à Aqua Splash où il invite le Quinoise et Quinoises à participer à ce qu'il convient désormais d'appeler concert éducatif. Toutes les questions irrélatives, en tout cas, on aura des bonnes réponses avec lui. On reçoit donc le coach Karamo Sangaré, spécialisé dans le développement personnel et la motivation, conférencier et entrepreneur. Il est aussi l'auteur du best-seller, Le Mot. Pour Le Mot, Karamo n'est pas là pour donner de simples réponses, mais il est là pour transmettre des outils. Il ne se contente pas d'ouvrir des portes. Il vous donne les clés de la réussite. Fort de sa passion pour le partage, il est suivi par 10 millions de personnes à travers le monde via ses réseaux sociaux. C'est donc avec un réel plaisir et un honneur que nous recevons sur ces plateaux. Nous allons entrer en consultation. C'est lui qui nous consulte. En d'autres termes, on dirait que c'est lui qui nous reçoit. Très content de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Politicons. Très cher Karamo Sangaré, quelles sont vos impressions et comment allez-vous? Waouh, quelle présentation. Merci beaucoup, mon cher. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir ici. Je suis à Kin, je suis à la maison. Je me sens chez moi. Je me sens très, très bien entouré. Et, je reçois cet amour que les Quinois aussi m'apportent après avoir tourné dans pas mal de villes. Ici, il y a toujours cette sensation, cette saveur particulière. Et je suis ravi d'être là et hâte d'être à samedi. Et merci de me recevoir encore une fois. Je me disais au moment où je préparais l'émission, serais-je à la hauteur? Recevoir un grand esprit, Karamo Sangaré, eh bien, ça va au-delà de ma responsabilité. J'espère que Dieu nous aidera à y arriver. Bien sûr, ça va bien se passer. La présentation faite tout à l'heure, ça c'est pour nous. Okay. Vous vous considérez comme quelqu'un qui ne se contente pas seulement d'ouvrir les portes, mais vous donnez aussi les outils, les clés du succès et de la réussite. Si il vous était demandé de vous présenter, vous personnellement, qui est Karamo Sangaré? Merci, c'est une belle question et c'est pas simple d'y répondre parce qu'on est dans ce travail tous les jours. Finalement, on porte pas mal de casquettes. Je commencerai par citer Albert Einstein qui dit que ce monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et je suis de ceux-là qui pensent que, peu importe ce qui se passe de négatif dans ce monde, il faut que nous aussi, on essaye d'apporter notre petite touche de positivité dans ça pour apporter notre grain de sel. Parce que si on ne fait rien, la nature a horreur du vide. Je suis auteur aujourd'hui, coach et conférencier international, auteur de développement personnel, de l'entrepreneuriat et je suis un grand fan de tout ce qui est digital. Parce que je suis persuadé aujourd'hui que ça reste que la clé ultime pour transformer sa vie et impacter aussi d'autres gens. Même cette chaîne, cette télé passe aussi sur YouTube. Donc tout ça, ce sont des volets du digital. Je suis aussi CEO de l'agence de marketing Kita Agency qui est basée à Paris et en même temps en Guinée aussi. On crée des spots publicitaires pour des banques, des entreprises, des assurances et on les travaille aussi, on les aide à travailler leur stratégie de communication pour impacter, toucher plus et matcher leur message avec leur identité, leurs valeurs. C'est un peu ce que je fais et je tourne dans pas mal de pays. Je fais beaucoup de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi créateur de contenu. On peut dire ça. Bon, je me considère même pas influenceur ou créateur de contenu parce que je vois ça aujourd'hui comme même un président a besoin d'être sur les réseaux. Et quand un président il est sur les réseaux, on va pas l'appeler créateur de contenu. Il est là pour partager son message, donc ça passe là. Donc je crée quand même du contenu régulièrement, honnêtement, par rapport à un président. Donc on peut dire que je suis créateur de contenu dans le domaine de mon métier.
Je fais du contenu autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat. C'est toujours cette même philosophie, aider, impacter, parce que c'est devenu l'essence de ma vie aujourd'hui. Si j'arrête de partager, peu importe le nombre de millions que je vais avoir dans mon compte, je ne me sentirai pas bien au fond de moi. C'est devenu ma mission aujourd'hui. C'est cette passion-là d'impacter, d'aider. Et c'est ce qui nous fait tourner aujourd'hui de ville à ville, de pays à pays. Et c'est ce qui nous ramène encore une deuxième fois à Kin. Karamo Sangaré, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'en Afrique, on dit souvent que le nom revêt une signification spirituelle au-delà du tout. Et même les Romains disent nomen est omen. Ok. Ça veut dire le nom est un présage. Je suis à 1000% d'accord avec ça. Mon prénom, c'est Karamo. Et de là où je viens, Karamo a une signification. Et au fil du temps, je me rends compte que c'est ultra important de choisir le prénom que vous allez donner à vos enfants. Parce que cela peut déterminer en quelque sorte aussi ce qu'ils vont devenir. Moi, je porte pleinement mon prénom. Mon prénom vient du prénom de mon grand-père. Donc la mère de mon père. Et j'ai pris non seulement certaines casquettes, mais aussi certaines habitudes de ce monsieur-là. On dit souvent pour se moquer de mon grand-père que si tu ne veux pas qu'il te trouve, alors va chez lui. Il n'y a aucune chance qu'il te trouve parce qu'il n'est jamais chez lui. Il est tout le temps en train de voyager. Et aujourd'hui, j'observe ma vie. Si je compte, ça va faire 2 ans au moins que je n'ai pas fait un seul mois dans un seul pays. Ça fait 2 ans. Il n'y a pas un mois où je n'ai pas pris l'avion pour bouger. Donc pourquoi? ma vie, pas par plaisir, mais parce que c'est mon travail. Mon travail me demande de bouger à travers mon agence de marketing ou même des conférences qu'on fait, des consultations. Donc je suis tout le temps amené à bouger. Il y a des mois, je bouge 2-3 fois carrément. Donc c'est un peu devenu ça. Mais pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à Karamo, Karamo chez moi, ça signifie professeur. Ça signifie maître. Ça signifie quelqu'un qui partage le savoir. Je suis d'une communauté musulmane, donc chez nous, les gens qui vont enseigner les jeunes le Coran, on les appelle Karamo. Ils vont rajouter quelque chose là-dessus s'il faut, mais on les appelle Karamo. Karamo, c'est celui qui partage le savoir. Aujourd'hui, vous reflétez à la perfection votre nom. Un peu, par hasard. Par hasard. Je me trouve finalement à être appelé coach, mais c'est en même temps comme si on m'appelait Karamo, parce que coach, ça veut dire Karamo. Enseignant, ça veut dire Karamo. Professeur, ça veut dire Karamo. Donc, on va dire je porte bien mon prénom. Allez, ça c'est inspirant et intéressant. À vous de choisir le nom ou le prénom que vous devez donner à vos enfants. Parce qu'on dit la première chose qu'un enfant sait comprendre et écrire, c'est le nom que vous lui donnez à sa naissance. Et le reste vient après. Et une autre question, peut-être pour en savoir un peu plus, lorsqu'on parle du coaching, vous êtes coach spécialisé dans le développement personnel et la motivation, à quelle image renvoie le coach dans la société? Peut-il être considéré au même titre que l'enseignant, le pasteur ou qui sais-je? Bon, déjà il faut savoir distinguer. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais comme ça, le métier de coach commence à avoir une sorte de connotation négative. Parce qu'il y a eu plein de charlatans qui se sont levés d'un matin comme ça, ils se disent « Ah tiens, apparemment ce truc-là, il marche. Donc directement, moi aussi, je suis coach. Sans histoire derrière, on prend ce qui a été dit ici, on répète la même chose ici. » Il faut faire super attention. Donc, il faut commencer déjà par faire cette distinction-là. Mais quand on va au-delà de ça, un coach dans la société, ça reste quelqu'un de quand même utile. Cette vie n'est pas simple. Cette vie, elle est complexe parfois. Et tout seul... On dit que quand tu regardes l'horizon, tu vas aussi voir ton nez. Mais quand tu regardes ton nez, tu ne pourras pas voir l'horizon. Quand je fais ça pour voir mon nez, j'oublie de voir l'horizon. Par contre, quand je regarde l'horizon, je peux aussi voir mon nez en même temps. Donc la vie, elle est un peu comme ça. Quand tu restes juste dans ta petite zone de confort ou dans ton petit toit, il y a des choses que tu as du mal à voir, à comprendre, à percevoir. L'avantage d'un coach, de quelqu'un qui est expert, spécialiste dans un domaine en particulier, c'est de t'aider toi à voir ce que tu ne peux pas voir en toi-même et de t'inviter à aller vers ce schéma-là. C'est comme si tu fais du sport, par exemple. Quand je fais du sport, je suis 2 fois moins efficace tout seul que quand je le fais avec un coach. Parce que quand je le fais avec un coach, non seulement j'ai quelqu'un qui a du recul, qui voit mes imperfections, qui voit mes failles, mes faiblesses et qui va me guider vers cela, mais en même temps, j'ai aussi un soutien de quelqu'un qui va être là. Donc le but d'un coach, c'est un peu ça. Et je ne m'arrête pas qu'au coaching en développement personnel, j'en ai fait des tas et des tas. Depuis quelques années, je vais encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'interviens dans des entreprises pour accompagner carrément des équipes de marketing ou de vente
où je travaille carrément avec des directeurs d'entreprise, même des directeurs de banque pour travailler leur éloquence. Pour moi, le coaching, ça va avec toutes les compétences que moi-même j'ai pu acquérir durant ces années et prendre ça, transmettre cela. Donc le savoir tout seul ne suffit pas parce qu'il y a 3 degrés. Il y a le degré du savoir, il y a le degré du savoir-être et il y a le degré du savoir-faire savoir. Donc il y a des gens, ils savent, mais ils ne savent pas être. Et si tu sais uniquement, mais tu ne sais pas être, il y a un petit vide, il y a un manque. Donc un coach pour moi, c'est quelqu'un qui a complété ces 3 facteurs-là. Non seulement il sait, donc il se cultive, il a cette connaissance-là, il sait incarner le message qu'il va véhiculer. Je ne vais pas te dire, ah, fumer, c'est pas bien, il faut faire du sport, alors que moi-même, je ne fais pas de sport. Ça devient du charlatanisme, tu vois. Il faut vivre ce que vous voulez transmettre. Il faut incarner le message que tu transmets. Incarner, je ne sais pas, c'est Mahatma Gandhi qui dit, be the change you want to see in the world. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, un coach, c'est savoir-être. Et ensuite, il y en a qui savent, ils sont aussi... mais ils ne savent pas faire savoir. Et si tu n'as pas cette 3e caractéristique aussi, ça va être difficile pour toi de pousser quelqu'un à la transformation. Et savoir faire savoir, peut-être il y en a qui l'ont de manière innée, mais ça s'entraîne, rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard dans la vie. On peut s'entraîner aussi à savoir faire savoir pour pousser les gens à avoir ce déclic-là, à réveiller quelque chose en eux. Et comme je le dis souvent, il suffit d'un simple déclic pour transformer ta vie. Et quand ce déclic-là, il est là, absolument rien ne nous arrête finalement. Et pour vous, du coaching, c'est une mission ou une responsabilité? Les deux. Les deux, une responsabilité dans le sens où je me sens responsable envers les gens que je vais accompagner parce que je me dis qu'il y a une sorte d'éthique que je dois suivre dans ce travail. Je ne vais pas me permettre de dire ce que je ne pense pas ou ce que je ne crois pas. Je ne vais pas me permettre de faire ce que mon âme ou mes valeurs m'interdisent, entre guillemets, de faire. Donc, responsabilité dans ce sens-là. Je me sens responsable aux yeux des gens qui vont me payer ou prendre quoi que ce soit comme consultation avec moi. Mais au-delà de ça, c'est une mission parce que, on va dire, hier, j'étais dans une émission et on a mis une musique de Papa Wemba. C'est un monsieur qui est décédé, qui est parti déjà. Mais malgré ça, il continue encore d'exister parmi nous comme étant une légende. Et je vais encore plus loin. Je prends Bob Marley, qui a fait de la musique. Mais ça fait des années qu'il est décédé, Bob Marley. Mais chaque 11 mai, on continue encore de célébrer Bob Marley. C'est pas tout. Martin Luther King, ça fait combien d'années qu'il est parti? Il continue quand même d'exister parmi nous avec son discours « I have a dream ». Les idées demeurent et traversent les générations. Et ça, quand je dis mission dans mon travail, c'est pareil, je peux citer plein de gens comme ça, Nelson Mandela, plein de gens qui ont existé pendant une période et qui ont tellement marqué l'histoire qu'ils sont devenus immortels. Donc mon but aujourd'hui, à travers ce travail que je fais, c'est que 50 ans plus tard, 60 ans, 70 ans plus tard, je ne serai pas là, mais que mes œuvres continuent encore d'impacter. Et pourquoi pas, ça serait vraiment génial, je ne sais pas comment ça va se passer sans moi, mais qu'on puisse célébrer peut-être même le jour de ma naissance ou le jour de ma mort sans moi. Et ça, pour moi, c'est une mission à porter. Et ça ne peut pas arriver par un sentiment d'égoïste, ça arrive plutôt par le partage, l'envie de pouvoir élever les miens, élever la communauté africaine, élever n'importe qui a envie de transformer sa vie. Et c'est un peu ce que je porte comme mission. Dans le coaching, vous ne le faites pas par opportunisme, mais c'est une mission et un rôle que vous incarnez de la plus belle des manières. Évidemment, comme je dis, il y en a qui vont se lancer dans ce métier parce qu'ils pensent que c'est rentable. Je me suis lancé à l'époque, je ne savais pas que j'allais pouvoir en vivre. Je ne savais même pas. C'est-à-dire que c'était juste une petite passion qui est venue comme ça. Un jour, après plein de trucs, pour ne pas rentrer dans les petits détails, on en discutera peut-être ce samedi. J'étais modérateur à l'époque, modérateur de conférences, comme un MC. Quand j'ai trouvé mon déclic, je me suis lancé dans cet univers du développement personnel. Je lisais beaucoup, donc j'étais dans l'étape du savoir et je voulais être dans l'étape du être. Donc savoir et savoir-être aussi. Donc dans cette étape-là, une fois, on a organisé une conférence. On invitait des personnalités, des ministres à venir inspirer des jeunes. Moi, j'étais très jeune aussi à l'époque. Et puis, un jour, on a invité un invité qui n'est pas venu. On était dans une salle de 200 personnes. Moi, j'étais MC, j'étais l'organisateur aussi. Dans quel pays? En Guinée. Ouais. Et l'invité n'est pas venu. On se retrouve finalement devant 200 personnes. Les gens sont venus. On a passé des semaines à préparer ça. Il fallait tenir quelque chose ce jour-là. Et ce jour-là, je prends la décision. En 15 minutes, je prépare un truc avec un ami à moi. Et je prends la parole. Je passe pour conférencier pour la première fois. Et je donne cette conférence-là pendant plus d'1 heure.
sans lire quoi que ce soit, vraiment avec mon inspiration, avec tout ce que j'ai accumulé comme savoir et le savoir-être. Accumuler tout ça, je tiens la conférence et puis à la fin, il y a un monsieur un peu plus âgé qui sort de nulle part dans la salle et qui me dit « Écoute mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu fais ça pendant 1 an, si tu continues de faire ça pendant 1 an, tu vas dépasser ton coach. » C'est là des petites phrases comme ça qui résonnent à moi au fur et à mesure. Et à chaque fois que je prenais la parole pour raconter mon histoire, je sentais que ça réveillait des gens. Et c'est des gens qui me poussaient un peu à ce travail, en mode, tu es vraiment fait pour ça, essaye, embrasse, ainsi de suite. Donc, ça n'a jamais été une question d'opportuniste. Les portes sont ouvertes pour moi au fur et à mesure. Et la vie m'a invité un peu à porter cette responsabilité-là. Ou peut-être c'est mon prénom qui m'a invité à porter. Je ne sais pas, mais c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. La providence divine. Et avez-vous cru à ces rêves au tout début, ou vous avez eu des moments de doute, parce que vous le répétez assez souvent, que le déclic est parti du décès de votre père. Et si moi j'étais à votre place, ou si vous parlez à quelqu'un d'autre qui nous suit à cet instant, à ce net moment, comment savoir si ce qui m'arrive peut être considéré comme un déclic à partir duquel je peux prendre des ailes? C'est une très très belle question. Mais tu vois, je dis souvent, on a tous déjà vécu le déclic. Tous. À partir du moment où tu as un certain âge, tu as forcément déjà vécu le déclic. C'est finalement à toi de décider qu'est-ce que tu vas en faire. J'ai mon mentor qui disait souvent que quand il pleut, il pleut. Mais c'est seule ta réaction face à la pluie qui va déterminer ton humeur. Quelque chose peut t'arriver, et cette même chose va arriver à quelqu'un d'autre. L'autre va en faire quelque chose d'extraordinaire, et toi, tu vas rester là à observer encore la vie, à attendre une autre opportunité. Un jeune homme qui va... Je prends l'exemple d'une dame que moi-même j'ai accompagnée personnellement. Quand une femme, elle va subir une rupture amoureuse, par exemple, normalement, c'est comme si sa vie s'arrêtait là. Mais il y a une femme X ici qui va se dire « Oh tiens, il m'a quitté, il m'a abandonné avec des enfants, ainsi de suite. Ma vie ne peut plus devenir rien du tout, ainsi de suite. » Comme j'ai eu cette dame qui s'est fait quitter, elle avait 3 enfants, s'était abandonnée, elle était mariée, son mari ne la considérait plus. Et à un moment donné, il est allé vraiment au maximum, il l'a quittée avec ses 3 enfants. Elle se retrouve en coaching avec moi, c'était autour de 2023 ça, et je commence à travailler avec elle. Au début, je lui dis, cite-moi une chose, au moins positive, que tu as dans ta vie aujourd'hui. Elle me jure qu'il n'y a rien. Elle ne peut pas, elle est vraiment au bout du trou. Mais cet événement négatif plutôt, plus tard, c'est avéré comme étant la meilleure opportunité qui pouvait lui arriver. Parce que ce qui se passe, on commence à travailler 1 semaine. 2e semaine, elle commence à au moins me citer quelque chose de positif. Elle commence à me citer ses enfants. Je lui dis, OK. Elle commence déjà à avoir de la gratitude pour certaines choses. Et on a tellement travaillé sur elle que quelques mois plus tard, je vois cette femme tellement rayonner, elle a repris sa vie en main, elle se dit, OK, il m'a quitté, mais je vais maintenant prendre soin de moi. Je lui dis, ouais, quelles sont les activités que tu voulais faire à l'époque que tu ne peux plus faire? Quels sont les business que tu voulais lancer? Est-ce que tu voulais faire du sport? Elle se remet au sport. Elle se lance dans une activité de marketing de réseau. À ce moment-là, elle prend soin d'elle. Et quelques mois plus tard, elle est capable de se payer des billets d'avion avec ses enfants pour aller en vacances, à kiffer sa vie. Elle fait du sport, elle est devenue en forme. Comme ce qu'on dit, l'expression, si je peux me permettre, elle est devenue sexy encore, malgré les 3 enfants. Et qu'est-ce qu'elle me dit finalement? Elle me rappelle, elle me dit, je pense 6 mois plus tard, elle me rappelle, elle me dit, Karamo, tu vois le con qui m'a quitté, m'a abandonné avec mes enfants, aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans que je me fasse harceler par lui parce qu'il veut me revoir. Et tu vois, ça c'est la plus belle des revanches. Il n'y a pas mieux pour se venger de la vie de quelqu'un que ça, réussir, devenir la meilleure version. Et l'envie de la revoir est née de quoi? Cette envie de revoir, c'est parce qu'elle a réussi à changer quelque chose, un déclic, donc quelque chose de négatif. Elle a réussi à transformer ça en quelque chose de positif. Ce qui t'arrive va t'arriver, mais c'est plutôt ta réaction face à ce qui va t'arriver qui va déterminer ton avenir. C'est pour ça que je dis, peu importe ce que tu as subi, et c'est un exercice que je fais beaucoup dans mes conférences. Mes conférences, ce n'est pas que sur le développement personnel. J'ai toujours 2 parties. Une partie de développement personnel parce que je suis persuadé qu'une fois qu'on a trouvé le déclic, enfin, on aura besoin de quelques outils pour bien mettre ça en place. Donc, première partie dev perso. Et deuxième partie, du coup, on va travailler des vrais outils de business, de l'entrepreneuriat qui vont te permettre de transformer cette lumière que tu as trouvée en toi
un impact à l'extérieur et transformer ta vie, gagner ta vie avec ça, notamment en parlant de digital et de tout ce qui va avec. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et ça, c'est intéressant pour ne pas rater cette formidable consultation, cette expérience variée et enrichissante du coach Karamo Sangaré que je reçois ici sur ce plateau. Vous devez vous inscrire au concert éducatif qui aura lieu, je rappelle, c'est samedi à Aquasplash. Donc, on y reviendra avec toutes les précisions possibles de la part du coach lui-même. Et aujourd'hui, votre coaching se base sur quoi? Est-ce sur votre seule expérience, savoir-faire, ou vous avez d'autres éléments et branches auxquels vous faites recours de temps en temps, où on peut résumer ceci par la mission qui est la vôtre et que vous essayez de jouer parfaitement bien? C'est une très belle question et je vais en profiter pour peut-être faire un mini coaching à toute personne qui nous observe ici. Pour répondre à la question brièvement, c'est que ça fait déjà un petit moment, plus d'1 an et demi, que je ne prends plus les gens en coaching, en développement personnel, parce que je pense que ma mission, elle a évolué. Dans la vie, c'est une question d'évolution. Aujourd'hui, je fais plutôt des choses beaucoup plus responsables encore que ça. Donc, je fais des coachings institutionnels, j'accompagne des entreprises, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, même des directeurs. J'ai eu tout ça dans mon portefeuille de coach et de conférencier. Mais je vois la vie comment? On va prendre ce cercle-là qu'on a devant nous ici. On va supposer que vous êtes juste là, à ce niveau-là. C'est le point de départ. Vous avez tout ce cercle-là à faire jusqu'ici. D'accord? Maintenant, quand je prends ce cercle-là, ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous êtes là. Et ensuite, pour aller là-bas, vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des galères. Vous allez rencontrer des gens. Certains vont vous aider, d'autres vont vous trahir. Vous allez faire tout un chemin. Et arrivé à un certain niveau du chemin, jusqu'ici, vous avez passé à tout un parcours. Il y a eu des difficultés, des bas et des hauts. Mais quand vous êtes là, vous êtes fier de vous. Vous êtes satisfait. Mais malheureusement, si je vous dis de refaire encore le même chemin, vous n'aurez plus la même conviction, la même passion de refaire le même chemin. Parce que vous avez déjà tout fait sur ce schéma-là. Donc, beaucoup de personnes vont déprimer quand ils sont dans ce schéma-là. Mais qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Le problème, c'est que c'est comme le voyage du héros. Le héros, il a déjà accompli un objectif. C'était ça son schéma à l'époque. Donc, la vie, c'est une question d'évolution. Une fois que tu as accompli tes premiers objectifs, on est invité à évoluer, à trouver un autre sens. Ça veut dire que tu dois agrandir ton cercle. Tu as besoin d'un plus grand cercle. Avant, tu jouais dans ce cercle. Peut-être que tu as besoin de ça comme cercle maintenant. Et tu commences là. Et là, maintenant, tu as de nouveaux défis. Tu as de nouveaux challenges. Mais si je te dis de faire toujours la même chose, pour moi, c'est un paresseux qui va faire ça. Il faut juste être vraiment égoïste et paresseux pour se contenter d'un petit cercle que tu as accompli. Donc, à l'époque, pour moi, j'avais des ambitions, des missions, des petits rêves comme faire le one-man show à Paris, remplir une salle pleine de gens, faire une conférence. C'était les rêves que j'avais quand j'ai découvert cette mission finalement. Et tous ces rêves-là, je les ai atteints à un moment donné. Et même le nombre d'abonnés. J'ai été, en toute humilité, le premier coach et conférencier autour du développement personnel à dépasser dans la francophonie la barre des 1 million d'abonnés. Aujourd'hui, j'ai 1,6 million d'abonnés sur ma chaîne. Je fais des vidéos, des conférences, mais de mes propres vidéos, je ne parle pas d'actualité ni rien. J'ai été le premier à avoir on va dire cette nomination-là. Mais dans ça, il y avait beaucoup de petits objectifs que je me suis fixés. Oui, je veux avoir tel nombre d'abonnés ici, je l'ai eu. Je veux avoir tel ici, j'ai eu. Je veux avoir tel montant d'argent, je l'ai eu. Donc, à un moment donné, je commençais à déprimer, à me sentir mal moi-même. Je commençais à perdre du sens parce que c'est plus ça qui m'excitait. Et à un moment, comme je te dis, j'ai dû changer de cercle, augmenter cette sphère-là pour me sentir encore dans une mission beaucoup plus grande. Et ça a fait que mes accompagnements ont évolué. Avant, je faisais du coaching, développement personnel. Je pouvais prendre cette femme qui était dans une sorte de rupture pour l'aider. Mais c'est des choses que je ne fais plus parce que je pense que j'ai évolué. J'ai accompagné aujourd'hui des tas de personnes qui veulent exercer ce métier de coach. Parfois, quand tu viens vers moi parce que tu as besoin d'un coaching, parce que tu as une rupture, je préfère te rediriger vers un de mes élèves que j'ai accompagné, qui est très spécialisé dans ce domaine, et ça va aller. Mais ce que je sais faire mieux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à travailler des compétences en particulier, prendre un entrepreneur, prendre une personnalité, transformer cela. Je peux faire de quelqu'un aujourd'hui un président si je décide, à travers les connaissances, en toute humilité, que j'ai accumulées dans la communication, dans le marketing. J'ai aussi personnellement un master en marketing et stratégie de marque. Donc tout ça, c'est des missions qui résonnent plus à moi. Donc je fais du coaching en développement personnel dans mes conférences. Et ensuite,
j'invite les gens à dire la prochaine étape, il faut aller chercher plus, il faut devenir plus, il faut gagner plus d'argent aussi. C'est important. Et j'accompagne les gens à se servir aujourd'hui de l'entrepreneuriat, du digital, pour commencer à se générer une source de revenus complémentaire ou tout simplement bâtir une personnalité, on appelle ça un personal branding très fort qui va augmenter ta valeur sur le marché. Voilà un peu ce que je fais. Aujourd'hui, dire donc que vous avez des objectifs beaucoup plus grands que ceux que vous aviez hier et vous n'avez pas du tout peur de les aborder et de les atteindre. Qu'est-ce qui vous motive autant? Et quelqu'un qui vous regarde aujourd'hui, il aura l'impression que vous venez tout juste de commencer, alors que ça fait un long moment que vous faites ce que vous faites déjà. Et une autre question pour compléter, en tant que coach, quelle place vous accordez à la spiritualité? Est-elle importante pour faire de bon dans la vie? Ok. Spiritualité et pas religion. Je parle de spiritualité, parce que les deux sont différents. S'il y a lieu de ne pas les dissocier, tant mieux, on y va. Ok, les deux sont différents pour moi. Je connais des gens très spiritueux, mais qui ne sont pas du tout dans la religion. Ils ne sont pas musulmans ni chrétiens, mais ils sont très très spiritueux. Donc pour moi, les deux sont différents. Mais est-ce que j'ai pas peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur. J'embrasse des missions parfois où moi-même j'ai peur, mais ça fait partie de la mission. Je n'ai pas peur d'avoir peur. J'adore avoir peur. Parce que je dis souvent à n'importe qui, si ton rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc dès que j'ai peur, c'est un bon signe. Si je fais une conférence dans un pays, dans une ville où que je n'ai pas de peur, ça veut dire que ce n'est pas un challenge pour moi. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je sais que ça ne va pas me faire évoluer de plus, quoi. Mais si j'ai peur et que j'arrive même pas à dormir, ça, je me dis, après ça, ça me fait passer à un autre level. Donc, j'invite tout le monde à ne pas fuir la peur. Le plus important, c'est d'affronter cette peur. C'est-à-dire agir malgré la peur. Okay. Mais on ne va jamais être à l'abri de la peur. Tout le monde aura peur d'une manière ou d'une autre, tant que tu es amené à être dans un défi encore plus grand que tu as l'habitude de faire. Si j'ai l'habitude de faire une conférence devant 200, 300, 400 personnes, et que tu m'amènes devant 200 personnes à nouveau, j'aurai moins peur. Ça dépend, sauf si tu as changé le profil des gens qui sont dans ce public-là. Mais si tu me prends, d'habitude je fais des conférences devant des entrepreneurs et tu m'amènes devant des chefs d'État, là je vais avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau défi pour moi. Mais derrière ce nouveau défi-là, tu es d'accord avec moi que ça va aussi me faire passer à un autre level. Ma réputation, la confiance, ainsi de suite. Donc il ne faut pas chercher à fuir la peur, il faut plutôt chercher des choses qui te font peur. Parce que c'est derrière cette peur-là que se trouvent toutes les belles choses qu'il y a pour toi. Victor Hugo disait, tous les hommes ont peur, mais les braves, eux, font taire leur peur, avançant parfois vers la mort, mais toujours vers la victoire. Donc aujourd'hui, je cherche des choses qui me font peur. Quand je prends la décision, par exemple, il y a quelques années, il y a une année exactement, il y a exactement une année, c'était le 23 novembre dernier, j'ai fait une conférence en Guinée, je suis arrivé, personne n'avait jamais fait ça. J'ai dit, je veux faire la plus grande conférence jamais organisée dans ce pays, dans la plus grande salle. On va parler de développement personnel et je vais mettre tel prix et on va aller le chercher. 2000 places pour faire une conférence de développement personnel du matin jusqu'au soir. J'ai dit, je vais le faire. On m'a dit, tu es fou, quoi. Là-bas, c'est pour danser. C'était une salle où d'habitude, c'est des concerts et tout. J'ai dit, on va le faire. J'avais peur. En faisant ça, j'avais peur. J'ai mobilisé mon équipe. Devant eux, je leur faisais comprendre qu'on va le faire. Quand j'étais tout seul, quand même, je sentais que ouais, c'est quand même chose que je suis en train d'embrasser là. Mais on l'a fait. On a fait sold out. La salle elle était tellement pleine que des gens étaient debout ou certains assis sur des escaliers. Des gens qui ne viennent pas pour danser, pour un spectacle, mais pour apprendre réellement. Bien sûr, on les a fait plaisir. On a invité des artistes, comme ce qu'on va faire là. Mais c'était vraiment pour apprendre parce que je suis persuadé que c'est par le savoir qu'on va pouvoir libérer ce continent, la prise de conscience, l'éveil de l'Africain va libérer l'Afrique. Ce n'est pas les ressources humaines, ce n'est pas les ressources naturelles. Le Congo, on a nous disposons à foison. On en a tellement, on a du cobalt, du cuivre, on a plein de ressources naturelles ici dans le sous-sol. En Guinée, pareil, je viens d'un pays où aujourd'hui on a le plus grand gisement de fer au monde, le plus grand projet de fer au monde. Simandou 2040, on appelle ça comme ça. Donc c'est un projet à des milliards. Mais je suis persuadé que ce n'est pas le fait d'exploiter les ressources du sous-sol qui vont développer un pays. Parce que ça, c'est quelques personnes qui vont profiter de ça. Là où on développe vraiment un pays, c'est quand on réveille la population. C'est quand on réveille les consciences ici. Imaginons, on va faire des projets miniers, on va aller prendre l'argent, on va construire des routes. C'est important de construire les routes. Mais si les populations, le peuple qui va rouler sur ces routes-là,
n'est pas éveillé, n'a pas une sorte de conscientisation, il va encore abîmer toutes ces routes-là. On est d'accord? Tu vas dire à un chauffeur congolais, tu vas lui dire, sur cette route-là, il faut rouler seulement avec 1 tonne. Lui, il sait que s'il met 2 ou 3 tonnes, il va gagner un peu plus d'argent. Sauf qu'il ne sait pas qu'il abîme sa voiture, il abîme la route. Et comme il n'a pas cette prise de conscience-là, il va mettre 3 tonnes là-dessus. Et en plus, il prend le risque d'avoir un accident. Et quand il y a un accident, oh, Dieu a voulu ça, Seigneur Jésus. Non, Dieu n'a rien fait. C'est toi, tu n'as pas capté ce qui se passe. Donc finalement, je vois les choses comme ça. Et j'ai peur parfois, effectivement. Mais j'adore avoir peur. À chaque fois, justement, je cherche des projets qui me font peur. Quand je finis ici, la prochaine étape, je ne vais pas vouloir... L'année dernière, je suis venu au Congo, j'ai fait une salle de 300 personnes. Ce n'est pas donc une première au Congo? Non, c'est ma 2e fois. L'année dernière, je suis venu, on a fait une conférence à l'hôtel Sultani. Okay. On était 300, la salle, elle était pleine. Cette année, je devais revenir, je dis, je voulais prendre le centre financier, centre culturel. Centre culturel, ouais, en face du Palais du Peuple. Exactement, on n'a pas eu la chance, on n'a pas eu de bons contacts pour nous aider à avoir des facilités pour avoir cette salle. Donc finalement, on s'est contenté d'une autre salle, on a pris Aquash Plage. Mais si je dois revenir au Congo, je ne sais pas quelle année, parce que là, tout de suite, ce n'est pas prévu. Mais si je reviens, je ne ferai plus la même chose que j'ai fait. Je veux encore d'autres choses qui vont me faire peur. Je dis, OK, on a déjà fait 500. Là, maintenant, je veux qu'on réunisse 2000 personnes. Et quand je demande ça, je ne pense même pas à l'argent. Je pense à l'impact. On a impacté 300, on a impacté 500. Là, maintenant, on veut 2000. J'ai dit dans une de mes vidéos, notre rêve, c'est un jour, dans quelques mois, quelques années seulement, c'est de faire des stades. On sera tellement nombreux dans cette mission, on fera des stades. De la même manière, c'est possible tant qu'on y croit. De la même manière que les autres font des stades pour parler de musique et tout ça, je veux qu'on remplisse des stades, et pas pour parler de musique, mais plutôt de choses qui vont réveiller notre continent et changer notre destinée. Et vous dites, vous avez par moment peur. Si donc on a peur, nous ne devons pas aussi avoir peur des échecs. Le risque est proportionnel au gain. Il faut avoir peur, il ne faut pas avoir peur, il faut embrasser la peur. Même si tu as peur, il faut quand même y aller. Et dans cette peur-là, justement, il y a 3 catégories de peur. C'est ce qui empêche les gens d'entreprendre certains projets. Premier type de peur, ça va être la peur de l'échec, exactement comme vous le citez. Les gens ont peur d'échouer. Ils ont peur, ah mais si je le fais, et si ça ne marche pas? Mais toutes ces peurs-là sont rattachées à une autre, la deuxième. C'est la peur du regard des autres. J'ai peur d'échouer, mais en fait, ce n'est pas l'échec qui me fait peur. C'est qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand j'échoue. Donc le regard des autres. Donc on a peur de faire des choses parce qu'on se dit, les gens vont nous observer. Et si je remplis, et si je prends une salle de 500 places et que les gens ne sont pas là? Ce n'est pas le fait que les gens ne sont pas là. C'est parce que quand les gens ne sont pas là, qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça, c'est fréquent. De moi. Donc c'est souvent ça qui empêche les gens à prendre des initiatives. Et troisièmement, ça va être la peur de l'inconnu finalement, parce que tu ne sais pas ce que ça va donner, donc tu as finalement peur de ça. Mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. Il faut embrasser ce projet que tu as. Il faut te lancer dans ce, peu importe ce que c'est comme projet, lance-le. Et dis-toi que la vie des autres n'est que la vie des autres finalement. Quelqu'un qui a atteint le million ne va jamais te juger parce que tu as décidé de lancer ton premier projet. Quelqu'un qui a réussi sur les réseaux sociaux ne va jamais te juger, se moquer de toi parce que tu n'as pas réussi à avoir tel nombre de vues, parce que tu as décidé de te lancer. Il n'y a que des gens qui seront derrière toi qui vont essayer de se moquer de toi. Et comme ils sont derrière toi, c'est leur place. Et à ce moment-là, coach Karamo, comment vous définissez alors les échecs? L'échec pour moi, c'est, si je définis ça en improvisant ici tout de suite, l'échec, c'est une étape qui mène vers la réussite. Ok, de façon simple. Ouais. Et c'est ce qui s'y a à retenir. Non, vraiment, je pense que n'importe qui devrait voir ça comme ça. L'échec, parce que de manière courante, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que l'échec, c'est de ne pas atteindre un objectif. Mais je peux toujours l'atteindre tant que je ne suis pas mort. Je peux toujours essayer encore et encore. C'est là que je blâme un peu le système éducatif. Moi, j'ai fait des études, j'ai 2 licences, 1 master. Mais je pense que le système a des failles parce qu'ils ont mis un système de compétition pour nous, pour les étudiants, pour les jeunes, qui fait que finalement, si tu n'as pas eu ton bac, tu vas croire que tu as échoué ta vie. Mais non, la vie, c'est pas comme ça. Tu lances des projets, ça échoue. Le nombre de projets que moi aussi j'ai lancés qui n'ont pas marché, il y en a beaucoup. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Je me dis, ok, je vais refaire. Ou comment je vais le refaire. Ou peut-être que c'est pas ça qui était fait pour moi. Je vais embrasser ça ici. Donc le système devrait peut-être encourager les gens, les jeunes à comprendre, ok, tu as échoué dans ça, mais peut-être que ce n'est pas là ta mission. Tu es peut-être bon dans autre chose. La vie, c'est un peu comme ça. J'échoue dans le journalisme, peut-être que je n'étais pas vraiment bon là-bas. Je serais peut-être bon dans l'agriculture ou peut-être bon dans le marketing. Albert Einstein dit quoi?
la vie est l'examen le plus complexe qui puisse exister. C'est même pas Albert Einstein qui dit ça, il dit autre chose. Il dit tout le monde est un génie, plutôt. Mais la folie, entre guillemets, c'est de juger un poisson par sa capacité à grimper un arbre. Tu prends un poisson dans l'eau et tu le juges, tu le mets sur un arbre, tu dis grimpe. Il ne le fera pas. Il ne pourra pas. Donc finalement, tu vas dire que le poisson, il est nul. Mais prends ce même poisson, fais en sorte qu'il soit en vie, bien sûr, mets-le dans l'eau et vois comment il nage. Il arrive même à respirer dans l'eau alors qu'un singe ne peut pas. Par contre, tu mets le singe sur l'arbre, lui aussi, il va te prouver de quoi il est capable. Tu le mets dans l'eau, il se noie. Donc chaque personne est un génie dans un domaine en particulier. Le système éducatif, malheureusement, fait ces failles-là, pousse tout le monde à croire ouais, on fait tous le même bac, même examen. Tu rates, tu es nul. Il y en a qui ont raté leur vie à cause de ça, malheureusement. Et comment alors se découvrir? Comment se découvrir? Essayer plusieurs choses, mais peut-être dans le domaine des écoles, le système devrait s'améliorer. Le système devrait s'améliorer. Tu sais pourquoi je dis ça? J'avais un ami à moi, quand on était au collège encore, qui était tellement têtu que le prof disait, tu prends le cours, tu mets dans une arme, tu tires ici, ça va ressortir par là. Tellement il était têtu en classe. Vraiment très, très têtu. Il ne comprenait rien. Toujours zéro. Mais on a fini les études. Lui, il a même arrêté à un certain moment parce que c'était vraiment pas fait pour lui. Il était harcelé, discriminé comme pas possible. Je n'ai même pas envie de dire son nom parce qu'il se reconnaît. Les gens avec lesquels j'ai étudié le savent. Et quand on finit les études, nous, moi j'étais parmi les 3 premiers, mais le premier, ils sont encore en train de se chercher dans la vie. Mais celui dont je te parle, là, qui était têtu, là, celui à qui on disait, tu peux tirer une arme ici. Il voyage partout dans le monde. Il est l'un des plus grands commerçants de mon pays aujourd'hui. Comment il a su tirer son épingle du jeu? Parce que faire des études et faire du commerce, c'est pas la même chose. Okay. Il n'était pas bon en classe, mais il était bon en tant que commerçant. Ils ont des boutiques, plusieurs, ils finissent ça, il prend le chiffre d'affaires, il le multiplie, il investit encore dans autre chose. Il sait gérer l'argent, il sait gérer en capital, il sait gérer une famille. Donc il est excellent dans le commerce, mais nul en classe. Donc on ne doit pas aussi avoir peur de faire ce qui vous passionne le plus. Non. Ou d'essayer de nouveaux challenges. Il faut essayer de nouveau, mais surtout, il faut se dire... Il ne faut pas laisser un échec dans un domaine en particulier te paralyser pour toute une vie. La vie, il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'équations. Tout le monde n'est pas censé faire la même chose. Ce n'est pas parce que tu as essayé ça avec tous tes amis que toi, tu n'as pas réussi, que tu vas te sentir nul par rapport aux autres. Tu es peut-être nul dans ce domaine-là, mais pas dans un autre domaine. Lionel Messi, excellent en foot. Mais peut-être prends-le et essaye de le mettre en classe. Essaye de le juger pour qu'il ait 10 sur 10 en classe. Non. Ça ne va pas le faire. Mais Lionel Messi à ta place, il va bégayer, il ne pourra peut-être même pas parler. Parce que toi, c'est ton métier, le journalisme. Lui, c'est autre chose, c'est le foot. Chacun est bon quelque part. Moi, ma mission en tant que coach, c'est de te faire prendre conscience de ton domaine de génie et d'embrasser ça et de dire que il faut accepter que les gens soient meilleurs que moi dans X ou Y domaine, mais le domaine que moi j'ai choisi, j'ai envie d'être excellent là-dedans. Comme le disait Martin Luther King, si tu as décidé d'être un balayeur de rue, alors balaye les rues comme Cristiano Ronaldo fait du foot, je paraphrase. Balaye les rues comme, je ne sais pas, Ludovico fait du piano. Sois tellement bon dans cela que même les morts et les vivants, quand ils s'arrêteront sur ta tombe, ils disent « Waouh, ici vivait un homme qui balayerait les rues, qui était tellement bon dans son métier. » Et c'est ça que j'invite tout le monde à faire. Peu importe le métier que tu choisis, essaye d'être bon. Bien, fais-le bien. Faites ça à fond. Fais-le à fond. Donnez-vous tout le moyen possible. Fais en sorte d'être excellent là-dedans. Que personne ne puisse te manquer de respect, au moins dans ce métier que tu auras choisi. Mais à un certain moment, coach Karamo, j'ai l'impression personnellement que vos enseignements paraissent un peu beaucoup plus philosophiques. Comment alors vous arrivez à établir cette connexion, cette passion et même cette communauté qui est mobilisée, qui vous suit de temps en temps? Est-ce vous vous rendez compte de l'effet sur la vie de ces gens-là? Le feedback. Est-ce que vos enseignements, le résultat de ce que vous faites, si aujourd'hui on vous demandait de le pondérer, ce serait combien? C'est difficile à pondérer parce qu'Internet, on quantifie aujourd'hui, on dit je suis suivi par 10 millions de personnes, mais je ne peux pas dire combien de vies j'ai changé. Par contre, ce que je peux voir dans les yeux des gens, c'est pour ça que j'adore les conférences. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on reçoit un message de gens qui ont réussi à reprendre le contrôle de leur vie, des gens qui ont réussi à lancer des entreprises, à générer des milliers et des milliers d'euros avec ça. Je peux quantifier ça par cela.
Et quand je viens ici, même ici, samedi, il faut venir, il y a toujours une ou deux personnes qui sortent dans la salle. Il y en a plus parce qu'il y en a qui sont timides, qui disent « j'étais dans une période vraiment difficile, grâce à toi, j'ai pu reprendre ma vie ». Ou sinon, grâce à telle formation que tu as donnée, j'ai pu carrément lancer une entreprise. Aujourd'hui, je génère des dizaines de milliers d'euros ou de dollars, parce qu'ici, on parle de dollars. J'ai personnellement des tas de personnes dans mon entreprise de formation. Donc, j'ai des formations en ligne, soit sur l'art oratoire. J'accompagne des gens qui sont nuls en art oratoire à la base. Et puis finalement, on travaille avec eux, on les permet de s'améliorer, de se perfectionner et d'oser prendre la parole dans leur entreprise, dans les réunions ou même en public devant des milliers de personnes. Ou sinon, on prend aussi des gens qui veulent se lancer sur Internet à la base, qui partent de rien. Aujourd'hui, vous observez des résultats. Moi, je ne suis pas là pour citer qui que ce soit, mais vous observez des résultats. Il y a des gens qui ont parvenu à passer de 0 à des millions d'abonnés. Où je connais des gens qui ont acheté leur nouvelle voiture grâce aux enseignements que je leur ai partagés, ou d'autres qui ont généré parfois des 30 000 euros par mois, en un seul mois, à travers tout ce que l'on enseigne. Donc, ce n'est pas philosophique uniquement, mais tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Je dois d'abord travailler ton intérieur, et ensuite, je suis quand même très à l'aise des outils qui vont à l'extérieur. Je suis très loin de la philosophie dans ce cas-là, parce que samedi, par exemple, ceux qui étaient là l'année dernière, ou tous ceux qui ont toujours participé à nos conférences le voient. Quand on fait une conférence, moi, je ne suis pas flou. Je vais dans la transparence. Quand je te dis qu'avec Internet, tu peux transformer ta vie, je ne suis pas quelqu'un qui va transformer ma vie en fonction de ce que tu vas me payer. Non. C'est parce que sans même faire cette conférence, limite, je le dis, quand je fais des conférences en Afrique, je perds de l'argent. Non, je le dis clairement. Quand les gens voient mes tarifs, oh, mais c'est cher. Mais tu prends tout ce que je paye pour venir, mon billet, je prends un business, hôtel, transport et tout ça. Moi, je ne suis pas rentable ici. Par contre, je peux montrer dans la salle, je dis, OK, on est là devant tout le monde, je prends des captures d'écran sur mon téléphone, je dis voici ce que j'ai généré ce mois-ci, sans faire de conférence, je parle uniquement de mes business en ligne. Et là, tu peux voir. Et j'en suis sûr, je vais le faire ce samedi aussi. Alors, je pose cette question parce que vous êtes très différent des autres coachs et influenceurs. Vous restez humble, ça c'est ce qui m'étonne le plus. Vous n'avez pas vous avez les épaules sur votre... On dit comment? La tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Et beaucoup, lorsqu'on a un peu de popularité, on n'arrive plus à contrôler ni à savoir s'orienter comme il le faut. Et je reviens à ma question. La place que vous accordez à la spiritualité, elle occupe quelle place dans tout ce que vous faites? Au lieu de dire spiritualité dans ce cas-là, je dirais la foi. La foi. Yeah. Ça fait partie, parce que la spiritualité, elle est vaste. Comme je te dis, il y a des gens qui sont spirituels, mais qui ne sont pas du tout dans la religion. Je dirais plutôt la foi. Quelle est la place de la foi dans le travail que je fais? La foi englobe la spiritualité et la religion. La foi englobe aussi, oui, la spiritualité et la religion, les deux. Ça fait partie. Et je suis religieux, mais je ne clame pas ça sur les réseaux. Je suis musulman de religion. Je pratique à ma manière, comme je peux. Mais je donne une place prépondérante, genre majeure, à la foi dans ma vie. Je pense que, je le disais hier, je dois ma réussite en premier. J'ai toujours cette première reconnaissance envers Dieu. Je pense que Dieu me guide. Il fait toujours ce qu'il y a de bien dans ma vie. Parfois, il me fait des choses qui me font mal, qui sont difficiles pour moi sur le coup. Mais plus tard, c'est des cadeaux finalement qu'il m'a offerts. Et je ne me rends pas compte instantanément, je le vois plus tard. Donc Dieu n'a jamais rien fait de négatif dans ma vie. Même les moments les plus difficiles de ma vie, les moments où il m'a pris mon père alors que j'étais seulement un jeune, j'avais combien? On est 9 autres frères au total. Malgré ces moments-là, je remercie toujours la vie parce que plus tard, je me suis rendu compte que tout est juste en fait. Quand tu fais la composition des pièces de puzzle, tout est juste, tout arrive pour toi, rien n'arrive pour toi, contre toi. Tout arrive pour toi, rien n'arrive contre toi. Et j'en déduis ou conclus sur ce coup-là que parfois la vie, je l'appelle comme ça la vie pour ne pas vexer qui que ce soit. Il y en a qui peuvent mettre Dieu dedans, il y en a qui peuvent mettre ce qu'ils pensent dedans. Mais parfois, Dieu ou la vie te fait le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Il faut accepter d'abord ce cadeau, l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu n'acceptes pas ce cadeau, tu as l'impression que c'est une poubelle que la vie t'envoie et tu ne verras jamais le cadeau merveilleux qui est à l'intérieur de cette poubelle. La vie, elle est comme ça, donc la foi a une place prépondérante dans ma vie, au-delà de la persévérance, au-delà du travail, des stratégies que je vais mettre en place. Tout commence par la foi que j'ai envers Dieu, envers le Tout-Puissant. Vous connaissez les défis auxquels votre continent ou
auxquels la plupart des pays africains restent confrontés, particulièrement la jeunesse francophone ou africaine. Que devons-nous faire pour sortir de ce marasme politique, culturel, même économique dans lequel le pays africain reste englué? Je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet du peuple et le volet des élus. En ce qui concerne le peuple, ou les jeunes comme moi qui suivent peut-être cette émission-là, ça serait quoi? Ce serait la responsabilité d'arrêter de se demander qu'est-ce que le pays va faire pour moi. Se demander plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Dans tous les pays, il y a des difficultés. Il y a des jeunes, des tas de jeunes qui sont là, qui rêvent d'aller aux États-Unis, qui rêvent d'aller en France. Mais quand tu vas là-bas, tu es choqué aussi. Tu vois comment les jeunes sont rébellés quand il y a des manifestations. Et tu as envie d'y revenir. Ils brûlent tout, ils critiquent le pays, le gouvernement, ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans toutes les entités, dans tous les pays, on critique quand même le gouvernement. Donc ça veut dire que ce problème ne sera jamais résolu. Même aux États-Unis, même Donald Trump est détesté majoritairement par des gens et aimé aussi majoritairement par des gens. Donc ça veut dire que ce problème-là ne sera jamais résolu. Il faut tout simplement prendre sa responsabilité et se demander qu'est-ce que toi, tu peux apporter finalement à ton pays. Ça, c'est la première chose. Parce que tant qu'on est dans la victimisation, tant qu'un jeune, il est là à attendre qu'il y ait tel président au pouvoir pour changer sa vie, c'est qu'il n'a pas vraiment compris comment cela fonctionne. Il faut reprendre le contrôle de sa vie, peu importe où tu es, de dire, le gouvernement fera ce qu'il peut, mais comment moi je peux tirer mon épingle du jeu de manière honnête, authentique, et aller chercher cela en travaillant dur. Ça, c'est du côté de la jeunesse africaine. Donc, on doit être dans cette responsabilité-là, se demander qu'est-ce qu'on peut apporter et poser des actions. Je sais que ce n'est pas simple. Je vois les réalités ici. Ce n'est pas évident pour des jeunes. Mais quand on a la détermination, l'envie de réussir, la discipline de réussir, je pense qu'on peut réussir partout où on est. Je ne suis pas celui-là qui a quitté son pays pour aller ailleurs, qui a commencé à s'en sortir, non. Tout ce que je dis, ça a commencé dans mon pays. Moi, j'étais encore dans mon pays, dans un pays de galère, c'était compliqué. J'ai eu des idées d'entrepreneuriat dans ce même pays. Avant de quitter mon pays, je le dis en toute transparence, j'avais écrit un guide de développement personnel que je partageais, que je vendais dans les lycées et les collèges, les universités. Et j'avais vendu 10 000 exemplaires en 6 mois. Ce qui m'a fait un chiffre d'affaires à l'époque de plus de 7 000 € que j'ai pris pour financer mes propres études, pour voyager plus tard et aller poursuivre mes études, faire une autre licence, un autre master, ainsi de suite. Ça veut dire que même dans un pays pauvre, tu peux encore t'en sortir. Et surtout, je le disais même à un ami qui est congolais, je lui ai dit, habiter dans un pays comme le Congo, c'est une opportunité. Parce que moi, je viens d'un pays où la population, c'est 13 millions d'habitants, tout le pays. Toi, tu es dans un pays où la population, c'est presque 100 millions d'habitants. Kinshasa lui-même, c'est plus de 17 millions. J'ai appris 20 millions, c'est ce qu'on m'a dit même. Ouais. Donc, là où il y a seulement la capitale, 20 millions d'habitants, alors que d'autres pays ne font même pas 20 millions d'habitants. C'est une vraie opportunité. Tu peux être ici à Kin et te dire, si je lance tel produit, si je lance tel business, même si je fais nettoyage de voitures, le nombre de personnes est élevé, ça veut dire toi, ton pourcentage est élevé par rapport au pourcentage de quelqu'un qui est dans un pays de 10 millions d'habitants. Quand on dit 10% de 10 millions d'habitants, c'est pas pareil que 10% de 100 millions d'habitants. On est d'accord? Ça veut dire si moi, mes 10%, supposons approximativement, ça va faire 100 000 personnes. Toi, tes 10%, ça va faire 1 million directement de personnes. Tu as vu? Donc, la marge, elle est énorme. Tu as plus de chances de devenir riche dans un pays, même si c'est un pays dit pauvre, mais tu as plus de chances de devenir riche dans un pays où il y a une densité de population que dans un pays où il y a moins de personnes. Ça veut dire qu'il faut profiter des opportunités, se demander qu'est-ce que moi, je peux apporter et en retour que le monde me paye en retour. Toujours donner avant de recevoir. Mais beaucoup de jeunes restent coincés parce qu'ils sont dans l'envie de recevoir. Je veux recevoir, je veux recevoir. L'État doit me donner, ma famille doit me donner. Non. Qu'est-ce que toi tu peux donner? Et en contrepartie, pour qu'on puisse te payer en retour. Quand tu vois les choses comme ça, tu peux transformer ta vie n'importe où. Et avec cette mentalité, quand on t'amène aux États-Unis, tu fais du x100. On t'amène en France, tu fais du x100. Mais si tu as une mentalité de perdant ici, si tu vas en France, tout ce qui te réserve là-bas, c'est travailler dans le ménage ou nettoyer les goudrons, après c'est terminé. Tu ne peux pas faire grand-chose de ton avenir. Ça, c'est vraiment ce premier volet-là. Et pour raccourcir, le deuxième volet des élus, je pense que l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Libanais. L'ennemi de l'Afrique, c'est les Africains. Oui. Les Africains, c'est... Tu vois, on est en Afrique, mais les étrangers sont 2 fois bien en Afrique que dans leur propre pays. Mais parce que c'est des Africains eux-mêmes qui donnent les meilleurs contrats aux étrangers plutôt que de les donner à leurs propres frères.
Tu as au Congo ici, tu veux lancer un projet dans tel endroit, tu dis donnez-moi ce terrain-là. Comme tu es congolais, on va te dire non, on ne te donne pas. Mais on va préférer donner ça à un étranger, un Libanais qui va venir, on lui donne. Il va s'enrichir dans ton pays, ramasser tout ton argent, renvoyer dans son pays et faire travailler des Congolais à moindre prix et les maltraiter en même temps sur ça. Mais qui gagne dans ça? Ce n'est pas le pays. C'est juste une personne à qui le Libanais a payé cet argent-là. C'est lui qui gagne ou peut-être son petit groupe. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a un virus qu'il faut traiter. Tant qu'on n'a pas traité ce virus-là, on ne peut pas développer l'Afrique. On dit que ouais, les gouvernements sont corrompus. Mais c'est parce que justement la tête est corrompue que tout le reste est corrompu. C'est pour ça que j'apprécie un président en particulier. En tout cas, pour l'instant, moi je pèse vraiment mes mots. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui est dans un esprit conservateur de développement du Burkina Faso. Et il est dans cet esprit-là en mode, l'ennemi ne viendra pas de l'extérieur nous corrompre. On peut tout faire de nous-mêmes. Et avec cette responsabilité, l'extérieur ne peut pas atteindre ton peuple parce que c'est toi qui es la barrière d'entrée de ton peuple. Mais si tu vends ton pays, toi, en tant que président, tu vends ton pays pour quelques millions d'euros. Toi et ton petit gouvernement, vous vous enrichissez. C'est normal finalement que ton peuple souffre. Le problème de l'Afrique n'est pas l'extérieur. Le blanc va venir faire son truc, mais c'est parce qu'il y a un noir qui a permis à ce blanc de faire son truc. Si ce noir-là n'a pas ouvert la porte reste fermée. Et on peut se développer ici. Donc pour moi, je vois un peu les choses comme ça. L'Afrique méritait mieux et il faut bousculer les idées, révolutionner les idées. Et c'est important et on a bon espoir qu'on y arrivera. On va parler maintenant du concert éducatif. C'est qu'il convient d'appeler. Pourquoi ce choix? Pourquoi le concert éducatif qui aura déjà lieu, je rappelle, c'est samedi à Aquasplash. C'est ça. Merci. Merci de nous recevoir aussi pour ça. À tous les Quinois, Quinoises qui nous suivent. Lingala déjà oyebi mbote na yo. Mbote na yo, mbote na bino. Mbote na bino ba Quinois. Il y a aussi quelques mots que j'ai. Matondo Mingi. Matondo Mingi, ouais, merci beaucoup. Je m'en sors petit à petit. Ozo. J'ai faim. Non, c'était pas Ozo, c'était Ozana Minga. Et je ne t'oublie pas. Je t'oublie. Tu m'as oublié plutôt. Obosaninga. C'est bon, il faut que je retienne ça. Et quand on dit j'ai faim à Lingala? Ah, ça, j'ai pas encore. Parce que j'ai pas eu faim depuis que je suis arrivé. Okay. Vous êtes entre de bonnes mains. Je suis dans de bonnes mains. Donc, tout simplement pour dire que ce samedi, à partir de 9h à Aquasplash, on tient un concert éducatif. Pourquoi concert éducatif? C'est une formation en réalité, c'est une journée de formation, mais on appelle ça concert éducatif parce qu'on ne s'arrête pas aux formations, on essaie aussi de diluer un peu pour ne pas que l'alcool soit trop forte, donc on essaie d'insérer un petit peu des artistes, des slammeurs, des humoristes ou des acrobates pour que la journée puisse être mouvementée. On appelle ça comme ça concert éducatif parce que c'est un mélange, un minimum de divertissement, on va dire 10-15% de divertissement pour 70% comment on appelle ça, d'apprentissage, de connaissances, de formation. Mais c'est de ça que la journée elle est caractérisée. Ce jour-là, comme on l'a fait dans beaucoup de pays où on est passé, on parle de développement personnel au début. On commence d'abord par les vraiment principes de base pour préparer le mental vers la réussite. Parce que, comme je dis, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. On brise les croyances limitantes, on construit de nouveaux paradigmes. Et dans la deuxième partie, on aborde des termes concrets sur, ça peut être la finance, la gestion de l'argent, les trois piliers entre l'accumulation, l'épargne et l'investissement. Même peu importe comment tu fais, si tu ne peux pas faire garder de l'argent, faire rentrer de l'argent, tu ne peux pas l'épargner et tu ne peux pas l'investir. Et même si tu fais rentrer 10 000 $ par mois, si tu ne sais pas épargner, tu ne pourras rien investir, il ne va rien te rester aussi. Et même si tu épargnes aussi, si tu ne l'investis pas, ton argent dort et il perd en valeur. Donc, c'est montrer tous ces piliers-là aux gens de manière très concrète à travers des principes. C'est vraiment une formation. On peut aussi aborder des thèmes autour de la visibilité sur les réseaux sociaux. Comment un entrepreneur, comment un créateur de contenu, comment un journaliste peut aujourd'hui se servir des canaux qu'est le réseau social, finalement, et essayer de toucher plus de personnes et même monétiser ça. Quels sont les différents facteurs de monétisation qui peuvent s'offrir à toi avec cela? Et moi-même, j'ai décidé de faire des captures d'écran juste la veille de comment je fais pour gagner ma vie sur Internet sans forcément avoir besoin de faire de conférences. J'aurais pu faire un webinaire en restant chez moi, dans mes bureaux avec mon équipe et faire, on va dire, 2-3 fois plus d'argent que ce que je pourrais gagner dans une conférence. Mais c'est de montrer tout ça aux gens, montrer des preuves, des captures et inviter aussi certaines personnes à peut-être embrasser ces volets-là parce que le digital, il est vaste, il est vague. Si tu ne prends pas pied aujourd'hui, malheureusement, demain, il sera trop tard.
Donc c'est un peu ça. Ce samedi, à partir de 9 h à Coach Plage, les billets sont en train de partir. Mais même ceux qui veulent venir sur place aussi, dès le matin, mais pour ça, il faut venir vraiment tôt. Parce que quand c'est sold out, on ne peut pas déborder la salle. Donc il y a quelques places, il faut venir sur place. Il y a des places standards, des places VIP et des places diamants qui permettent de dîner ensemble, d'obtenir un livre. Après la conférence, on est ensemble, on va dédicacer, discuter. C'est vraiment une sorte de groupe privé qu'on va former à la fin à travers les billets diamants. Mais voilà un peu et ce les qui se passe. conditions de participation? On a des billets standards à 30 $, des billets VIP à 50 $ qui donnent la possibilité d'obtenir mon livre Les mots pour les mots qui est tout simplement vendu à 20 $. Donc ça, c'est inclus dedans. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'être placé devant, faire des photos et tout ce qui va avec. Et les billets diamants, c'est 100 $. Ça donne toutes les premières possibilités. Et en plus, on a un dîner, un cocktail privé avec les gens qui ont payé les places diamants pour discuter, connecter aussi avec les entrepreneurs, on va dire les décideurs ici au Congo, et ensuite le lendemain on part. Alors, il y a de quoi se régaler, il y a donc toutes les raisons du monde pour être présent. C'est samedi et vous n'aurez pas à rougir de votre journée. Et mis à part ce concert éducatif, vous prévoyez autre chose à Kinshasa? Pas tout de suite, parce que là le timing il est très très serré. Le timing il est très serré. Après on a une conférence aussi au Bénin le 6 décembre, c'est la dernière qu'on fait pour cette année. Donc il n'y a pas quelque chose de prévu. Je sais qu'il y a d'autres villes qui nous réclament, le Lubumbashi, comme Kolwezi, Lubumbashi. On devait faire Kolwezi, mais à cause de l'aéroport, c'était trop fatigant, et au vu de l'emploi du temps qui est serré, on a décidé de remettre ça à d'autres années. Je reviendrai peut-être en 2027, parce que 2026, mon calendrier il est déjà établi. Donc je pourrais pas sûrement, ça dépend, sauf si vraiment il y a quelqu'un qui suit cette vidéo, qui nous invite finalement, qui organise clairement, qui m'invite à juste venir. Mais moi-même, en tant qu'organisateur de l'événement, mettre une équipe en place, ça ne sera pas l'année prochaine. Mais il y a des années à venir où on voudra carrément faire le centre culturel, ou si quelqu'un d'autre le fait, on serait ravis, parce que notre but, c'est de voir cette jeunesse s'éveiller, ce peuple s'éveiller, se former, savoir plus, parce que plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus on pourra avoir. Répétez. Plus tu sais, plus tu as la connaissance, plus tu es, et plus tu es, une fois que tu as incarné le savoir-être, plus tu as. Mais si tu as et que tu n'es pas et que tu ne sais pas, tu risques de tout perdre. C'est pour ça, je pense que c'est Jim Rohn qui le disait, ou je sais plus qui est l'auteur de cette phrase-là, en disant, si de manière hasardeuse, vous arrivez à avoir des millions de dollars, alors dépêchez-vous de devenir millionnaire. Parce que avoir des millions, c'est totalement différent qu'être millionnaire. Tu peux avoir, on a vu des gens qui ont gagné au loto, et puis après qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont eu, mais ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas préparés mentalement à gérer cet argent-là, à créer de la richesse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer des créateurs de richesse. C'est-à-dire, aujourd'hui, je te prends ici, je t'amène en Guinée, je t'amène au Sénégal, tu t'en sors toujours et tu peux toujours gagner ta vie. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. C'est pas juste recevoir un petit montant d'argent dans la poche, parce que si tu n'as pas les bases, tu finis par tout perdre. Donc, plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu as. Donc, pour dire, l'être précède l'avoir. L'être précède l'avoir, et le savoir précède l'être aussi. Et le savoir précède l'être. Yeah. Allez, c'est très intéressant. Rassurez-nous, donc, ou rassurez le Louchois et ceux de Kolwezi qui nous regardent à cet instant. Si vous revenez l'année prochaine, ou s'ils veulent vous avoir des sitôt, qu'il y ait quelqu'un pour organiser tout ceci. Avec grand plaisir. En tout cas, peu importe où vous êtes, Kolwezi, Lubumbashi, ou même ici à Kin, si vous voulez nous voir l'année prochaine, on n'est pas les seuls, on est en toute humilité. Il y en a d'autres qui font peut-être du beau boulot. En tout cas, si vous avez confiance en ce travail que nous on fait, alors on est prêt à revenir l'année prochaine. Si vous avez une belle structure, vous êtes organisé, vous êtes des gens sérieux, parce qu'on ne s'associe pas à tout le monde, et ben n'hésitez pas à vous contacter notre équipe d'ici. Et puis, on pourra organiser ça. On vous mettra même en contact peut-être avec moi directement. On en parlera avec mon équipe de Paris. On en parlera et puis on viendra faire cette conférence à Kolwezi et à nouveau, une fois de plus, à Lubumbashi. Et peut-être, pourquoi pas, le centre culturel, le centre financier ou d'autres salles. Le but, c'est que plus tard, un jour, on parvienne à faire des stades où les gens vont payer pour venir se former en toute conscience. Parce que c'est facile aujourd'hui de faire des stades. Si je veux faire un stade, j'ai juste à organiser une conférence gratuite. Il y aura des gens.
Mais ce qu'on veut, c'est que quand on a payé de l'argent pour se former, on accorde 2 fois plus d'importance à cette formation-là que quand on nous a invités gratuitement. C'est pour ça qu'on veut arriver à ce stade-là de manière lucrative et très propre. Parce que de toute façon, on n'est pas soutenu par un État. On fait tout ça sur fonds propres. Donc, étant donné que ce n'est pas un État qui finance, par contre, s'il y a un État qui décide, venez faire la conférence, on prend tout en charge, personne ne paye, ça serait magnifique. Et à l'arrivée à Kinshasa, les autorités ne vous ont pas soutenu? Ou même vous n'avez pas été reçu par on n'a pas été reçu, mais autorités. On ne se plaint pas, on a été bien reçu à Kin par la population, c'est le plus important. Peut-être que la population ou les autorités ne nous connaissent pas encore, donc le travail il est à notre niveau, on ne blâme personne, mais on reviendra et on serait ravis de travailler avec n'importe quelle autorité pour pouvoir permettre à plus de jeunes de pouvoir profiter de ça, parce que j'ai vu des pays où des artistes organisent des concerts. Il n'y a pas des gens qui viennent, l'État décide de payer. On dit, bon, j'ai fait gratuit. On paye tous les frais à l'artiste. Finalement, les gens viennent gratuitement. On aimerait que nos gouvernements se réveillent et se rendent compte, comme le fait le Burkina Faso aujourd'hui, se rendent compte que l'éducation est la clé qui va libérer cette jeunesse-là et de commencer à financer des formations gratuites pour cette jeunesse-là. Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, je l'ai entendu une fois dans un discours, il disait, quand tu vas voir des ambassades étrangers dans son pays, quand tu viens avec un projet innovant, d'innovation, de digital, d'IA ou de formation, aucune ambassade ne va te soutenir. Personne. Ils vont pas te regarder, ils vont te donner absolument rien. Par contre, quand tu viens pour un truc culturel, musique, danse, là, ils vont mettre de l'argent. C'est comme s'ils soutenaient l'abrutissement de la population plutôt que l'éveil de la population. Ils n'ont aucun intérêt finalement à nous financer pour qu'on fasse des projets innovants parce que ça va les concurrencer. Mais plus on s'abrutit dans la danse, dans le divertissement, dans la culture, ainsi de suite, plus ça les arrange parce qu'eux, ils restent toujours devant. Nous, on reste toujours les suiveurs derrière. On passe notre temps à danser pendant qu'eux, ils investissent, ils sont dans des projets très innovants. C'est là que nos gouvernements doivent se réveiller. C'est bien de financer des trucs culturels, la musique, la danse, mais financer des conférences, financer des formations sur l'IA, sur le digital, amener des vrais jeunes, des vrais acteurs à parler de ça. C'est comme ça que vous allez réveiller la jeunesse et c'est comme ça qu'on va transformer l'avenir de cette jeunesse et de ce continent. Mais tant que vous mettez 10 fois des millions d'euros dans le divertissement, dans la danse, dans tout ce qui abrutit la population, vous ignorez tous les projets. Vous êtes même contre, quand on parle de l'éveil de la population africaine, de la jeunesse, c'est que vous êtes les premiers ennemis de l'Afrique. Et par rapport à toutes ces questions, vous parlez de l'IA et d'autres formations nécessaires pour booster la conscience de la jeunesse francophone, africaine ouais. en général et en particulier la jeunesse congolaise. Ça doit passer par quoi? Ça doit passer par des initiatives d'encouragement. Honnêtement, il faut encourager les projets innovants. Il faut encourager les jeunes initiateurs de projets. Il faut mettre en lumière les projets qui permettent à d'autres jeunes de s'inspirer de ça. Je vais vous dire un truc très simple. Aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, on met en avant plus, par exemple, la beauté que l'intelligence. On met en avant plus. Peut-être au Congo, ici, c'est pareil aussi, mais il y a des pays où, par exemple, il va y avoir Miss du pays. La Miss va recevoir carrément des privilèges, si tu évalues, à hauteur de... On va même aller jusqu'au million de dollars. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a marché. Tu vas prendre le premier de la République, celui qui a une tête qui est capable peut-être d'innover, d'apporter un projet tellement innovant pour révolutionner votre pays et le faire placer à l'échelle internationale. Il va recevoir peut-être 200 € ou 300 €. Donc finalement, quand on fait ça, on est en train d'encourager les gens à devenir plus jolis, les filles à plus se mettre sur Internet, à devenir plus jolies, que l'intelligence, que l'innovation. L'Afrique n'est-elle pas en retard par rapport à ces questions capitales, surtout lorsqu'on parle de l'IA et d'autres questions? Mais si on est en retard, c'est parce qu'on est responsable. Parce que qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Moi, j'ai fait des combats autour de l'Internet dans certains pays. La vérité, c'est ça. J'étais dans des pays où je dis, mais c'est pas normal que la jeunesse de ce pays soit privée d'Internet. Il y a des pays aujourd'hui, pour avoir Internet, c'est difficile pour le jeune. Maintenant, comment tu veux que ce jeune-là crée des projets innovants autour de l'IA, crée des applications autour de l'IA, s'il n'a même pas accès à Internet, si ça lui coûte 2 fois plus cher, Internet qu'autre chose? Il va se nourrir ou bien il va payer Internet. Dans d'autres pays, tu vas même dans un café, il y a le Wi-Fi. Partout, il y a Internet. Donc, ça te laisse la liberté de pouvoir te connecter et de créer des projets. Donc, il faut faciliter Internet et il faut encourager le sérieux. Aujourd'hui, bizarrement, les influenceurs, je n'ai rien contre qui que ce soit, ou ceux qui font du bruit, les marmailleurs, des trucs comme ça, il suffit juste de savoir crier sur Internet. Tu as la possibilité de rencontrer des présidents de la République.
Mais si tu as une tête et que tu réfléchis, tu dis des choses justes ou tu travailles sur des projets justes, tu vas rencontrer aucun, même pas un directeur. Parce qu'on ne te considère pas. Donc si on met du temps à valoriser des compétences abrutissantes, c'est-à-dire n'étudie pas en classe, il faut juste savoir crier. N'étudie pas en classe, il faut juste savoir dire le nom des gens, chanter le nom des gens. Si ça devient une compétence aujourd'hui et que ça t'ouvre même les portes de la présidence dans beaucoup de pays, c'est que finalement on est en train de décourager un jeune qui est en classe, qui est en train de briller, qui veut révolutionner les choses, mais il se dit, malgré mon talent, si je veux voir même un directeur, c'est difficile. Mais lui, là, il était là, il a juste crié, oh là, tu es meilleur, tu es meilleur. On l'a reçu, on l'a donné une nouvelle voiture, on l'a donné de l'argent. C'est nous qui détruisons l'Afrique. Et malheureusement, ça risque d'être ça le modèle qui est en train de se construire. Voilà. Malheureusement. Maintenant, si on change dès maintenant le modèle, ceux qui crient, on leur dit, hey, va étudier, mon frère. Va faire du sérieux, ça là, c'est pas un métier. On lui fait comprendre que ça va pas d'ouvrir des portes. Et puis on commence à encourager ceux-là qui travaillent dur, ceux-là qui font des projets innovants, ceux-là qui veulent vraiment développer l'Afrique. Quand on commencera à faire ça, on va encore encourager la future génération à se dire, si je bosse, voici le chemin et ça va me valoriser. Un jour, je pourrai serrer la main du président de la République. Mais si tu es sûr qu'il suffit juste de savoir insulter, crier, que tu vas serrer la main du président, mais pourquoi tu vas te casser la tête à bicher, à retenir des choses, ainsi de suite? Non. Donc on est en train de détruire encore plus la future génération. On dit que l'Afrique est en retard, mais au vu de comment on est en train d'évoluer là, si on continue ce système-là, l'Afrique ne sera même pas dans la course dans quelques années. La future génération ne sera même pas dans la course parce que le meilleur système finalement, ça serait quoi? Ouais, je vais juste chanter le nom de tel ministre ou de tel président, je change ma vie. Pourquoi je vais étudier? Nous ne devons pas oublier que nous sommes en compétition. Finalement, il n'y a pas de la vérité, on n'est pas dans la course. Non, je dis la vérité, on n'est pas dans la course. On n'est pas dans la course encore. Je le dis souvent, j'ai participé à une conférence à Cologne, une conférence qui parle de business, d'entrepreneuriat et tout. Il y avait 14 000 personnes dans la salle. Tony Robbins qui faisait une conférence où il faisait marcher les gens sur le feu à la fin. Je n'ai pas vu 10 Africains. Je n'ai pas vu 10 Noirs dans la salle. 14 000 personnes, je n'ai pas vu 10 Africains dans cette salle. Par contre, là où on va aller crier, insulter, danser, on est prêt à se soutenir pour aller là-bas, mais on ne va pas là où les choses se disent qui vont changer l'avenir de demain. On ne va pas là où les choses se disent qui vont changer la perspective de notre pays ou le positionnement de notre pays par rapport aux autres pays. Donc c'est des sujets qui me font mal, mais il faut le dire. C'est la première fois que je m'exprime même sur ce genre de sujet-là. Et je ne parle pas que du Congo, je ne parle pas que de n'importe quel pays, mais c'est pareil. En Guinée, au Sénégal, il faut valoriser les talents, il faut mettre en lumière les talents plutôt que ceux qui abrutissent la population, parce que vous êtes en train de construire un modèle de réussite qui va biaiser le positionnement de l'Afrique dans la concurrence à l'international. Demain, on ne sera même pas dans la course. Quand on dit classement des continents, l'Afrique ne viendra pas. Parce que nous, on sera encore en train de crier les noms des ministres, des machins, pour être positionnés, pour avoir des belles voitures ou non. Est-ce que les influenceurs ont-ils existé avant l'avènement des réseaux sociaux? Parce qu'on remarque que c'est une tendance ou une réalité que nous vivons à l'heure ou sous l'ère des réseaux sociaux. Être influenceur, ce n'est pas négatif. Il faut le voir comme ça. On peut influencer. Être sur les réseaux sociaux suffit pour qu'on vous confère ces titres-là ou entre guillemets d'influenceurs? C'est ce que je dis. Il y en a qui portent clairement et volontairement ce titre influenceur. Moi, je ne le porte pas, c'est très clair. Parce que si influenceur, c'est juste crier, machin, je ne me vois pas comme ça. J'ai une entreprise, j'ai des gens qui travaillent pour moi, des salariés. Ça n'a rien à voir. Par contre, être sur les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. Tu sais, avec le couteau, on peut libérer un prisonnier. Tu sais, tu vois, quelqu'un, il est attaché, tu prends le couteau, tu peux le libérer. Ça fait du bien. Avec le même couteau, tu peux blesser quelqu'un avec. Tu peux même tuer quelqu'un avec. Donc les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tout dépend de qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. On peut être un influenceur pour dénoncer. On peut être un influenceur pour alerter. Mais il ne faut pas être un influenceur pour juste proposer tout et n'importe quoi. Uniquement penser à sa petite personne et oublier l'avenir, oublier les futures générations. Pour moi, c'est là qu'il y a le négatif. Et si certains gouvernements peuvent réguler ça, mettre des règles qui vont réguler ça, tant mieux. Mais je pense qu'on est encore très loin de là. Parce que l'influenceur va se le permettre, mais c'est parce qu'il y a des gens qui l'encouragent derrière. Parce que je connais les réseaux sociaux. J'ai 5 millions et quelques d'abonnés sur TikTok. J'ai 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Je suis suivi partout. Facebook, 1,8 million même. Je sais combien rapportent les réseaux sociaux proprement dites. Les vues, ce n'est pas ça qui rapporte de l'argent. Non. Ça gagne un peu. Moi, les vues sur YouTube permettent de payer mon bureau, mes salariés, mes monteurs vidéo, c'est tout.
Mais ça ne me rendra jamais riche, les vidéos sur YouTube. Ce qui me rend riche, c'est les business que je vais développer derrière. Maintenant, pour un influenceur lambda, il fait du bruit, il cherche quoi? Le nom. Parce qu'il sait qu'avec ce nom, aujourd'hui, comme on a un système en Afrique qui lui permet d'ouvrir les portes des ministères, des présidences, ça, c'est les avantages qu'il a. Mais ce n'est pas les vues. Mais finalement, si on arrange le système modèle dans nos gouvernements, dans nos ministères, dans nos entreprises, on fait en sorte de valoriser plus les esprits que les abrutisseurs, ils vont faire du sérieux. Ils vont peut-être commencer à véhiculer un message positif. Et quelqu'un qui veut se lancer dans les digital, comment avoir la crédibilité sur les réseaux? Moi, je n'accompagne pas les influenceurs à devenir influents sur les réseaux. Non. Moi, j'accompagne plutôt quelqu'un qui a un talent, qui a une passion, et qui a envie de développer ça sur Internet. Je l'accompagne finalement à travailler son branding. Ça commence là, tu travailles la forme, ta personnalité, quelle est l'image que tu veux envoyer. Et ensuite, je t'aide à aller chercher des ressources pour travailler le fond. Quel est le message que tu veux envoyer? Et on trace la conclusion que tu aimerais avoir dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Est-ce que toi, tu veux aider les gens à mieux faire du journalisme? Est-ce que toi, tu veux aider les gens à mieux s'exprimer à travers l'art oratoire? Est-ce que toi, tu veux aider les gens à mieux faire des cours de mathématiques? Qu'est-ce que tu veux apporter? Et moi, je t'aide à structurer ça et je t'aide à monétiser ça derrière à travers toutes les sources de revenus qui vont venir à toi. Maintenant, ça va être parfois des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de gagner de l'argent directement, mais qui ont besoin de travailler leur visibilité. Et là aussi, je peux t'aider à avoir une stratégie bien clair qui va faire en sorte que tu vas bâtir une réputation sur Internet à travers ton message que tu vas porter. Tu es peut-être panafricain, on peut bien structurer ton message. Moi, j'ai même un studio à Paris, on fait ça pour des gens. Tu viens, on travaille, on met des stratégies, on dit, OK, là, on va faire tout ça comme type de contenu. Tu es prêt? On te fait des shootings photos, tout ça pour travailler ton image, pour que tu puisses impacter positivement les gens et toi aussi avoir un impact positif, un retour positif. C'est un peu ça que je fais, mais je n'apprends pas aux gens comment danser sur les réseaux et avoir des abonnés. Je n'apprends pas aux gens comment insulter les gens. Non, ça, c'est pas mon travail. Je n'ai pas ces compétences-là. Nous allons donc prendre notre souscription à ces programmes pour continuer à faire ce que nous faisons déjà, mais et puis à une autre échelle. Donner une autre touche sur les réseaux sociaux. Nous voici arrivés à la fin. Un dernier mot et surtout rappeler et donner toutes les précisions possibles au sujet du concert éducatif qui aura lieu, je rappelle, c'est samedi à Aquasplash. En tout cas, merci encore de me recevoir. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à mon équipe aussi qui est avec moi. Ça me fait plaisir. Et ce samedi, à partir de 9 h à Aquasplash, se tient l'un des plus grands événements qui rassemble autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et aussi du digital à partir de 9 h. Les billets, c'est billets standard $30, billets VIP $50 et billets diamant à $100. Rendez-vous donc à Aquasplash. Venez sur place si vous n'avez pas encore vos billets. Sinon, il y a des numéros, vous venez sur mes réseaux, il y a des numéros à contacter pour être sûr d'avoir vos places avant le jour J. Comme ça c'est sûr. Mais sinon, le jour J, vous pouvez aussi venir essayer. Et mettez vos plus beaux costumes. On va apprendre, on va aussi s'amuser. On a prévu des chorégraphes, des slammers, des artistes pour insérer tout ça, pour qu'on puisse passer une journée qui va marquer l'histoire. Et rappelez-vous d'un dernier message. C'est Jim Rohn qui le dit. The illiterate in the 21st century are not those who cannot read and write. The illiterate in the 21st century are those who cannot learn, unlearn and relearn. Les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas écrire ou lire. Les illettrés seront ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Il est temps pour toi peut-être d'apprendre de nouvelles choses parce que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, Karamo, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Merci de me recevoir. Merci beaucoup à vous, Karamo Sangaré. Et vous nous laissez quel cadeau? Ah, je vous invite à la conférence. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le cadeau que je peux me permettre. Je vous invite à la conférence parce que je sais que vous me remercierez plus tard de ce qui va se passer. Peu importe à quelle échelle on est, on peut toujours apprendre et encore devenir plus. Donc, si cela est une aspiration pour vous, je vous invite, vous et monsieur le technicien, à venir avec nous. Je vais réserver vos places et vous serez les bienvenus parmi nous. Merci beaucoup. On est très, très contents et très honorés de votre présence sur ce plateau. C'est par ici que nous allons nous quitter. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers internautes, de nous avoir regardés. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que je recevais pour vous Karamo Sangaré et il vous invite à prendre part au concert éducatif qui aura lieu ce samedi à Aquasplash, voulais-je dire. Et je vous retrouve quant à moi un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Prenez soin de vous et écrivez-nous, commentez, partagez les liens. C'est ainsi que vous nous donnerez de la force. Tout à l'heure, mesdames, tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.